bonsoir. Je vous laisse rapidement vous installer. On va démarrer. Et donc, au nom du comité d'organisation du Filmfest, je vous souhaite la bienvenue à tous à cette soirée. En effet, pour ceux d'entre vous qui ne seraient peut-être pas au courant, cette soirée s'inscrit également dans le cadre du Filmfest, le festival du film germanophone, les journées cinématographiques germanophones à Lausanne. Durant 3 jours, nous avons l'immense plaisir de présenter des films actuels germanophones en partenariat avec la Cinémathèque et, comme vous l'aurez compris, ce soir, en partenariat également avec le CHUV. Le Filmfest, en fait, présente des films germanophones actuels en soirée pour le public et en journée également organise des séances scolaires pour les gymnasiens du canton de Vaud. Et notre idée avec ce festival, c'est de proposer des films actuels aux gymnasiens du canton pour leur amener une vue un peu différente sur le monde germanophone et en fin de compte aussi sur la langue allemande. Donc, comme vous l'avez peut-être aussi expérimenté vous-même, l'apprentissage de l'allemand est quelque chose de pas facile et ça demande beaucoup de motivation, de la motivation intrinsèque si possible. Et à travers ce média cinéma, on essaye d'amener les élèves du gymnase à trouver cette motivation, cet intérêt pour découvrir cette autre culture et donc cette langue. C'est notre ambition, c'est notre espoir et nous avons été très heureux cette année de pouvoir organiser ce festival, de pouvoir organiser les soirées avec beaucoup de monde et également les séances scolaires qui se sont déroulées hier et aujourd'hui et qui ont à chaque fois été complètes aussi dans cette salle. Donc on est vraiment très très heureux et comme vous vous en doutez tous, il y a quelques semaines on n'était pas particulièrement optimiste et c'est une très belle récompense pour nous de voir autant de monde présent à chaque séance. Voilà, j'en conclus déjà et je transmets la parole au professeur Deppen et j'en profite pour remercier le CHUV pour nous avoir contactés, pour co-organiser cette soirée avec eux et les remercie infiniment d'avoir organisé cet événement et invité toutes ces personnalités. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, mon nom est Jean-Bernard Deppen. Je suis le chef du service de médecine des addictions à l'origine de l'initiative de cette soirée. Je tiens à vous remercier d'être là, si nombreux. Vous pouvez bien imaginer que cette soirée était assez difficile à organiser, était repoussée de nombreuses fois. Je suis ravi de vous voir si nombreux. Je vous remercie. Je remercie Catherine Burdet, qui est mon assistante, qui a été très impliquée dans la préparation de cette soirée. Je remercie aussi Béatrice Schad, qui est ici, qui est professeure à la faculté de biologie et de médecine et chef du service de communication du CHUV. Je remercie aussi l'équipe de la Cinémathèque qui nous accueille ce soir dans cette très belle salle. Et puis vous, Eric Fleury, merci de nous avoir permis en fait d'intégrer cette présentation dans le cadre du Film Festival. Et puis pour anticiper sur le débat, je remercie aussi Madame Ruth Dreyfus d'être présente. Elle était ministre de l'Intérieur au moment que ce film raconte en 1995. Elle a été, vous savez, la première femme présidente de la Confédération en 1998. Autour du débat, il y aura également Pierre Menard, qui est réalisateur de ce film, et puis Peter Reichenbach, qui en est le producteur. Le débat sera animé par Stéphane Gobot, qui est journaliste au Temps. Et puis, j'excuse, on regarde beaucoup que Michel Albert, qui est l'auteur du livre à l'origine de ce film, qui est la petite fille du film, qui est excusé, qui n'a pas pu venir nous rejoindre aujourd'hui. Voilà. En fait, moi j'ai vu ce film quelques mois après sa sortie, il y a à peu près 1 année et demie, je dirais. Et puis j'ai reçu peu de temps après un mail de Monique, qui est ici, Monique Nash, qui est une amie, qui est une femme qui est très engagée dans l'action humanitaire, notamment en Terre des Hommes, et puis qui me parlait de ce film en me disant qu'elle avait rencontré
un homme qui avait été victime d'une overdose et qui en était sorti très sévèrement handicapé, qu'elle avait été très touchée par cette histoire. Et Monique me demandait si je pensais que ce serait bien d'utiliser ce type de film comme des instruments de prévention, comme des instruments d'information, en particulier pour les jeunes dans les écoles. Là, j'ai trouvé que c'était évidemment une excellente idée, mais je vous dirais, en fait, on va parler un petit peu de prévention, mais que ce film, la prévention, elle ne marche pas très bien quand on fait peur. Et en fait, je pense que c'est important d'informer de manière assez neutre. Et là, on voit une réalité aussi, hein, je vais y revenir, la réalité de ce film n'est plus tout à fait la réalité d'aujourd'hui. Mais ce que je dirais, c'est que là, vous avez raison, par rapport à la prévention, il me semble que les écoles vaudoises, c'est le cas dans d'autres cantons, pourraient avoir des programmes d'information plus structurés, avoir une information plus systématique autour de l'usage d'alcool, de drogue et de cigarettes. Donc, voilà. Prévention primaire importante, mais voilà. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que la prévention primaire, c'est d'éviter que des gens rentrent dans la consommation. Et puis, s'agissant des opiacés, des dépendances aux opiacés, celles qu'on voit, nous, dans nos consultations, je crois que ce qu'on se constate très souvent, c'est que les dépendances aux opiacés sévères, elles correspondent à des blessures psychiques graves, profondes, anciennes, et que je crois qu'on doit accepter l'idée qu'on vit dans des sociétés qui continueront à avoir des personnes qui seront dépendantes des opiacés. Et donc, il ne faut pas s'occuper non seulement en fait de les prévenir, hein, de prévenir l'entrée en consommation, mais il faut s'occuper évidemment des personnes qui sont dans cette dépendance. Et c'est ce que ce film, c'est ce que dans le fond on va discuter aussi ce soir. Quand j'ai vu ce film, ce qui m'est apparu comme très fort et en fait aussi à l'origine de cette soirée, de l'idée de cette soirée, c'est que les choses ont énormément changé, me semble-t-il, autour de la réalité de la dépendance aux opiacés, de sa prise en charge depuis 25 ans. Et puis pour que cette réalité elle change, eh bien, il y a eu des décisions politiques, il y a des décisions politiques qui étaient très courageuses. On était à ce moment-là, il faut le rappeler, hein, dans une perspective où c'était la répression qui était un peu le seul modèle d'approche de ce type de problématique. Et puis, Madame Dreyfus, d'autres ont amené la réflexion avec cette politique des 4 piliers où, après la répression, il y a aussi la prévention, il y a le traitement, et puis il y a la réduction des risques. La réduction des risques, c'est le fait d'accepter que les personnes qui sont dépendantes, il faut essayer de les maintenir, de les aider à se maintenir en meilleure santé possible. Et puis c'est donc mettre à disposition du matériel d'injection propre. Et puis c'est la prescription de méthadone, la prescription d'héroïne médicale. Et ça, j'en reviens, Monique, à cette histoire de prévention. La prévention secondaire, donc la prévention chez les gens qui sont atteints, eh bien, elle est très efficace. Elle a été très efficace avec les mesures qui ont été prises. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près une réduction des 2/3 d'overdoses mortelles. Et puis, ce n'est pas seulement ces problèmes-là qui ont été réduits, hein, l'overdose, mais c'est aussi les infections, le sida, l'hépatite C, et puis toutes sortes d'autres infections dont sont victimes les personnes qui sont injectrices avec du matériel qui serait souillé. Voilà, mais pour terminer, pour illustrer mon propos, hein, je vous ai dit, la réalité est très différente aujourd'hui, me semble-t-il, pour des personnes qui sont dépendantes des opiacés. Je vais raconter une anecdote, l'anecdote d'un patient qui vient dans le service de médecine des addictions du CHUV, dans notre polyclinique, et puis un patient qui est intégré dans le programme de prescription médicalisée d'héroïne. Et puis, je discutais avec cet homme, un gars très sympathique, comme ça, avenant, et puis il m'aborde en me disant « Je me demande si l'héroïne de rue n'empêche pas de bronzer. » Je dis
Tiens, t'es étonné, je ne sais pas quel mécanisme physiopathologique pourrait être à l'origine de ça, mais je le fais parler comme ça et puis raconter. Puis il me dit finalement que, eh bien, parce qu'il vient 2 fois par jour s'injecter de l'héroïne, il a le reste du temps, de l'argent, qu'il a pris un abonnement à Belle-Rive-Plage et puis qu'il s'est racheté une raquette de ping-pong. Et donc cet homme a retrouvé des loisirs, une dignité et un bronzage. C'était là l'explication en fait. Voilà, sans plus attendre, je vais m'arrêter là et je vous propose en fait de maintenant voir ce film magnifique et puis de discuter ensuite de ce qui a changé depuis et puis peut-être de ce qui reste à faire dans ce domaine avec les invités du débat, avec vous, vous demandant de participer. Et donc, bonne projection et à tout à l'heure. Donc Ruth Dreyfus, qui est donc là peut-être pour l'aspect plus politique, élu au Conseil fédéral en 1993. Vous avez été également membre de la vous êtes membre de la Commission mondiale sur les drogues, que vous avez même présidé, donc élu au Conseil fédéral en 1993. Au moment de la scène ouverte de la drogue zurichoise, on était entre Place Spitz, la fermeture de Place Spitz et l'ouverture du Letton, qui a suivi et qui lui a fermé en 1995. Pierre Menard, le réalisateur du film, tout simplement. Oui, il le mérite. Peter Reichenbach, qui est le producteur du film avec sa société C-Film à Zurich. Et donc, le professeur Jean-Bernard Depen, organisateur de la soirée, que je remercie, et qui est donc chef du service des addictions au CHUV. Vous venez de voir le film ou de revoir peut-être le film. Je vais peut-être me tourner vers son réalisateur pour la première question. Toujours, voilà, il se passe beaucoup de choses à l'origine d'un film. Là, je sais que vous aviez, c'était au moment, en fait, en 2013, où votre premier long métrage était en salle, Recycling Lily. C'était le moment où Michel Albert sortait son livre, Les enfants du Place Spitz, qui a été traduit en français il y a 2 ans. Il est sorti en français en 2020, lors de la sortie du film. Voilà, vous avez lu le livre, vous en avez, je crois, référant à votre scénariste. Vous aviez senti instantanément qu'il y avait une histoire à raconter, parce que d'un côté, il y a une grande histoire d'émancipation, une héroïne féminine très forte, et il y a tout le sujet de la drogue. D'où est venue la première envie? C'est vraiment une histoire à raconter, j'imagine. La première chose en fait, à laquelle j'ai pensé en lisant le livre de Michel Albert, c'est à ma propre jeunesse dans les années 90, à Châtel-Saint-Denis, une petite ville du canton de Fribourg, pas très loin de Lausanne. À l'époque, moi j'étais un adolescent et je pense que toutes les personnes de ma génération, qu'elles soient suisses romandes, suisses alémaniques, même tessinoises, on a tous un rapport avec cette histoire du Place Spitz. Ça peut être direct, ça peut être indirect. Dans notre commune, on avait déjà des gens à cette époque, des amis à moi un peu plus âgés qui fricotaient avec la drogue. Ils faisaient fréquemment les voyages à Zurich, jusqu'au jour où l'un d'entre eux n'est pas revenu. Donc évidemment, à la lecture de ce livre, le souvenir de cet ami est revenu à moi. Et ensuite, ce que j'ai trouvé de plus passionnant dans le livre de Michel, outre évidemment toute son histoire, c'était qu'au lieu d'aborder l'épopée du Place Spitz de manière frontale, elle mettait l'éclairage sur une histoire qui est moins connue. C'est en fait qu'est-ce qui s'est passé une fois que cette scène ouverte ou ces scènes ouvertes de la drogue zurichoise ont été fermées et que ces toxicomanes sont retournés dans leurs communes d'origine, des communes qui n'étaient pas du tout prêtes à accueillir ces nouveaux habitants et bien sûr encore moins leurs enfants. Et vous, Peter, quand voilà l'intérêt sur ce film, c'est déjà étonnant qu'en fait c'était la scène ouverte de la drogue d'effrayer la chronique, beaucoup de reportages, même des reportages à l'étranger. Le cinéma de fiction s'était jamais en fait emparé de ce sujet, ce qui peut paraître étonnant. On a vu que le public était réceptif, puisque notamment en Suisse alémanique, lors de sa sortie, il est sorti plusieurs mois, enfin juste avant le confinement et plusieurs mois avant la Suisse romande, le succès était énorme, donc il y avait besoin pour un public qu'on leur raconte une histoire qu'ils connaissaient. Oui, c'était absolument étonnant la réaction en Suisse alémanique, parce que bien sûr quand on a commencé le film, j'ai fait surtout à cause de Pierre, parce qu'on voulait faire un nouveau projet. Il vient avec André et me dit lis ça. J'ai dit si vous deux voulez faire le film, ça m'intéresse. Et puis effectivement, je trouvais ça très passionnant et
mais on n'a jamais pensé d'avoir une telle réaction au cinéma, dans les salles. Et surtout parce que c'était les jeunes, les enfants. On était le thème numéro 1 dans les écoles. Et ça m'a fasciné, que vraiment, et on a vu que les jeunes de 14 ans, 15 ans, ils ont voulu voir ce film et ça, pour eux, ça a ouvert la discussion. Je pense on a sorti un peu ce thème comment on dit, qu'on parlait pas, on discutait pas. Non, des tabous, oui. Et c'était fascinant. Et on a jusqu'à maintenant, on a 340 000 entrées. Et c'est énorme pour un film suisse, comme vous pensez. Et c'est vrai que vous en parliez dans votre introduction, Jean-Bernard Depen, le fait que ce film est vu par des jeunes. Et on se posait la question tout à l'heure, est-ce que ça peut être un film de prévention ou est-ce que c'est un film qui est surtout aussi important parce qu'il fait naître un débat et de ce débat peut être thématisé dans les médias, ça peut devenir de la prévention, mais ce n'est pas forcément un film que vous pouvez utiliser pour faire de la prévention. Oui, c'est ça. Mais je pense que ce que je disais au début, c'est que l'information est de toute façon utile. Le dialogue, le fait de débuter un dialogue sur un thème dont on ne parle pas, et je le disais aussi au début, moi j'ai toujours été surpris que les écoles vaudoises n'aient pas à leur programme, dans le cours de sciences, je sais pas, une introduction sur ce que sont ces produits, leurs effets sur la santé, leurs effets positifs, leurs effets négatifs. On n'a pas pu faire ça, et je crois qu'on est dans un déficit d'information. Et puis votre film, on voit, suscite un intérêt énorme, et vous me disiez tout à l'heure, aussi auprès des tout jeunes. Il a eu beaucoup de succès auprès des adolescents. Je crois que c'est un dialogue qu'il faut instaurer avec les jeunes. Dans les années 70, il avait le film Die Kinder vom Bahnhof Zoo. Christian F. Kinder vom Bahnhof Zoo. C'était l'envers, c'était l'histoire d'une jeune fille qui est tombée dans les drogues, qui s'est détruite dans les drogues. Et je pense, l'intéressant de ce film, c'est que c'est une fille qui, justement, elle se rend compte, je ne veux pas prendre des drogues, je ne veux pas, c'est destructif. Et c'est l'envers, au fond. Mais je crois aussi, il ne faut pas dire ça n'existe pas, les drogues, ça existe. Ça existe. Il faut qu'on apprend à vivre avec l'existence des drogues. Et pas de dire non, on ne parle pas. Et je pense que c'est l'effet que ce film avait. Et justement, Madame Dreyfus, donc vous arrivez au Conseil fédéral en 93 où on parle de cette scène ouverte de la drogue dans tous les médias avec une espèce de fascination et de dégoût à la fois. Et vous arrivez avec cette politique des 4 piliers, là, Monsieur Depen l'a rappelé en introduction, avec notamment pas que la répression, mais aussi l'aide, la prévention, la thérapie. Et c'était pour faire oublier un peu cette image néfaste et arriver avec une autre politique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ? Oui, peut-être en soulignant tout simplement, peut-être un petit correctif. À mon avis, le film se passe, l'événement se passe, non pas à la fermeture du Letten, mais au moment où les Zurichois ont décidé qu'ils avaient toute une population qui venait de petites communes alentours et qui n'avaient pas l'intention de les prendre en charge. Donc, ils les ont renvoyés. Si je fais cette petite remarque, ce n'est pas pour vous corriger, c'est parce que quand on a voulu fermer les scènes ouvertes, la question qui s'est posée immédiatement était celle de savoir comment le faire sans perdre à nouveau le contact avec les personnes qui y étaient. Notre grande préoccupation était de dire, c'est facile d'une opération de police, on nettoie la place et puis les gens disparaissent de nouveau, mais ils disparaissent où ? Ils se cachent de nouveau dans les caves, ils consomment de nouveau sous les buissons, etc. Et à ce moment-là, on les perd. Et les perdre, c'est vraiment les condamner à ne pas avoir accès à des soins, à de l'aide, à une prise en charge sociale ou à des offres sociales. Donc, on a pu en fait fermer
le Platspitz et le Kocherpark à Berne et les petites scènes par ailleurs, uniquement parce qu'on a dit on veut garder le contact avec ces gens, donc on va leur offrir ce dont ils ont besoin. Alors bien sûr, ceux qui sont vraiment dépendants, ça veut dire que leur corps réclame la substance, une substance. Ça peut être différentes choses. Cette dépendance peut aussi susciter d'autres types de thérapies, mais le principe c'est on leur tend la main et on leur offre des choses qui leur permettent de retrouver un certain équilibre. Et une de ces choses a été, là, la Suisse n'est pas tout à fait pionnière parce que le Royaume-Uni connaissait ça, mais nous avons été les premiers à vraiment systématiquement dire il y a des thérapies qui peuvent se faire en utilisant de l'héroïne médicale, du diamorphine, que l'on prescrit et que l'on donne. Si les gens en ont besoin, s'ils en sont arrivés à un stade où ils ne peuvent pas, et ils ont essayé plusieurs fois de s'en sortir et de retrouver un contrôle de leur vie, alors leur contrôle viendra de ce traitement, qui n'est pas qu'une prescription aveugle, qui est vraiment aussi un traitement. Et c'est ce qui nous a permis, en fait, c'était étonnant parce que quand je suis arrivée, on parlait déjà de le faire, il y avait eu des médecins qui avaient demandé la possibilité de le faire, et je dois avouer que mon prédécesseur avait ouvert la voie, mais il s'est dit on va faire un projet pilote, on en prendra peut-être 80, et puis on verra ce qui se passe. Et quand je suis arrivée et que j'ai vu ces scènes ouvertes, je me suis dit non, il faut qu'on donne à tous ceux, pour un essai pilote, c'était pas tout à fait ce qu'on entend en général par ce terme, mais il faut que tous ceux qui sont actuellement en situation de dépendance puissent avoir recours à des soins. Ça, c'est le caractère traitement. Et puis, il faut poursuivre tout ce que des militants ont mis en place aussi, entre autres, en prise en charge de réduction des risques. Seringues propres, soins multiples des conséquences de la consommation de drogue sur les corps, et puis développer ça, et on continue à le développer. J'entends les salles d'injection ou de consommation supervisée, c'est un élément. Le drug checking, c'est-à-dire la possibilité pour les gens qui achètent au marché noir une substance de savoir ce qu'elle contient, tous ces éléments, et on doit les développer parce qu'il y a d'autres substances pour lesquelles on n'est plus désarmé que ce qu'on a été face à l'héroïne, qui était le problème numéro 1 à l'époque. Donc voilà, les choses, on a appris beaucoup à travers les scènes ouvertes, et surtout on a appris qu'elles étaient là. Vous parliez de visibilité. Si on ne voit pas un problème, on ne le résoudra pas. Les scènes ouvertes nous ont permis de développer, avec les militants et les professionnels au front, vraiment, de développer des réponses mieux adaptées. Et juste... Est-ce qu'on a appris... J'ajoute peut-être une chose, puisque Michel n'est pas là, je peux lui raconter ce qu'elle nous a dit, c'est que vous vous demandez sans doute si la mère de Michel vit encore. Et vous vous dites sans doute que c'est un miracle si elle vivait, quand vous voyez l'état de dégradation dans lequel elle est dans le film, et l'état de dépendance dans lequel elle est par rapport à la substance ou aux substances. Eh bien, elle vit encore. Elle vit encore, elle vit indépendante, avec certainement quelques soutiens de type Spitex et de type soins, mais elle vit indépendante et elle reçoit tous les jours de l'héroïne sous prescription médicale. Elle a retrouvé un équilibre et une autonomie de vie. Ce qui a peut-être justement changé en 30 ans, à peu près, l'époque du film et aujourd'hui, c'est qu'avant on était très répressif, on essayait de couper les circuits de la drogue, les dealers, etc., une répression, et que maintenant enfin on a une politique où on met l'humain et la personne au centre pour essayer de la comprendre, et plutôt qu'être répressif, de comprendre et de l'aider. C'est ça qui a changé en 30 ans ? Je crois qu'on a tout simplement reconnu qu'on avait un problème, on a brisé un tabou et on a cherché des solutions. Encore une fois, on aura besoin encore d'autres solutions. Mettre l'humain au milieu, c'est toujours une grande belle expression. En allemand, on dit « Der Mensch steht in der Mitte ». Il y a toujours un plaisantin qui dit « Donnez-lui une chaise depuis le temps qu'il est debout au milieu ». Donc voilà, non, on s'est rendu compte que la prohibition avait créé un système pervers
de marché noir, de trafic, et qu'il nous faut essayer de sortir de là, et que la pénalisation, la criminalisation des consommateurs bloquait l'accès à ce dont ils ont vraiment besoin. Oui, il avait ce choc aussi parce que c'était sur Time Magazine, il avait front page Needle Park en Zurich, et là vraiment aussi pour le gouvernement à Zurich, c'était un choc. Et là, ils se sont rendus compte, et le maire Josef Estermann m'a raconté, c'était la première fois qu'on a fait une table ronde, qu'il avait la police avec les social workers. Avant, on travaillait l'un contre l'autre, la police prouvait, oui, pression, et là, ils se sont rendus compte, il faut on travaille ensemble. Je pense que ça, c'était le moment, quand on a compris, seulement ensemble, on peut trouver une solution pour ce problème. Et vous, Monsieur Depen, c'est ce que vous observez aussi dans votre pratique au CHUV? Comment vous voyez cette évolution de l'approche? Oui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu ce courage qui, moi, ça me paraît incroyable qu'on ait pu commencer à prescrire de la diaphine, de la diacétylmorphine dans les années 90. Enfin, en vous voyant, je me demande comment ça se passait politiquement. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que pour que ça passe, il a fallu que les règles d'accès à ces traitements soient assez rudes, en fait. Et nos patients viennent 2 fois par jour à Lausanne, ça peut être loin, le matin, c'est tard le soir. Et donc, il y a eu quand même une volonté de prescrire aux situations les plus graves, aux situations désespérées. Ce qu'on voit, on est attentif à ça, c'est que parmi nos patients à qui on prescrit de la méthadone, il y en a la moitié qui consomment, une grosse moitié qui consomme de l'héroïne de rue à côté, parce que la méthadone, c'est pas tout à fait aussi satisfaisant, pas tout le temps. Et que je pense qu'on a encore un bout à faire, parce que dans le sens de rendre plus accessibles ces traitements qui permettent de se stabiliser. Donc, pour dire que ça a été possible, et voilà, enfin, et comment ça l'a été, et qu'il y a peut-être maintenant politiquement une possibilité d'élargir la prescription à d'autres gens qui en ont besoin. Et il faut aussi dire, c'était pas les clochards, c'était des banquiers de la Bahnhofstrasse qui allaient à midi vite chercher un shot. Ça veut dire, c'est pas du tout, ce ne sont pas des gens bêtes ou stupides, c'est des gens, tout le monde. Ça veut dire toute la société. Tout à fait, c'était justement aussi un grand supermarché. Donc il y avait les gens qui vivaient sur place, et il y en avait qui étaient vraiment très dégradés dans leur état de santé, mais il y avait effectivement tout simplement des gens qui venaient de Châtel-Saint-Denis pour acheter de quoi en consommer un peu, et puis finalement certains sont devenus peut-être dépendants, et puis l'overdose, j'entends. Il faut se rendre compte que la Suisse avait un des taux d'incidence du sida et un des nombres d'overdoses mortelles les plus élevés en Europe. Donc ce que M. Reichenbach dit est tellement important. Ça n'est qu'à partir du moment où les différents intervenants ont accepté de s'écouter et de se comprendre mutuellement et de dire, ben oui, la police, elle peut être là pour protéger un lieu. Je pense par exemple au lieu de consommation supervisée. Eh bien oui, on accepte cette contradiction. Je l'ai toujours dit pendant on a quand même eu une quinzaine en tout de votations communales, cantonales ou fédérales sur le sujet, et j'ai fait campagne quasiment pour toutes. Ce que j'essayais d'expliquer aux gens, c'est de dire, écoutez, vous allez me reprocher d'avoir une politique contradictoire. Eh bien oui, vous avez raison, cette politique est contradictoire, parce que malheureusement, et je vais continuer à militer pour que ça change, malheureusement, on continue à dire que c'est un délit ou un crime, enfin un délit de consommer des drogues. Et en même temps, on dit, ok, mais comme c'est une réalité qu'il y a des gens qui consomment des drogues, on va devoir les aider à survivre. On va devoir les aider à ne pas prendre des risques absolument extrêmes. Et cette contradiction, je terminais en général par là en disant, je sais que je vous demande beaucoup en vous demandant d'accepter quelque chose qui est contradictoire, mais je vous assure, cette contradiction, elle sauve des vies
elle sauve des vies aussi et des qualités de vie des gens qui entourent les personnes qui sont en situation de dépendance. Alors, permettez-moi de faire une petite vision d'avenir. Il faut absolument dépénaliser totalement la consommation de drogue et les actes préparatoires. Parce que tant qu'on continuera à dire que c'est un délit, à ce moment-là, on continuera dans une contradiction et on aura de plus en plus de peine à répondre aux nouveaux types de drogues qui apparaissent aussi. Parce que l'héroïne maintenant, quand on pense au passé, c'était simple finalement. C'était assez facile aussi de trouver la méthadone pour la majorité des gens et puis l'héroïne pour ceux qui ne répondent pas à la méthadone, tout en gardant bien sûr des thérapies qui visent à l'abstinence. On n'a jamais cessé aussi d'ouvrir et de garder le spectre absolument large à tout type de thérapie qui marche pour les uns et qui ne marche pas pour les autres, donc il faut les avoir toutes. Mais il faut qu'on arrive vraiment à dire maintenant, il y a des nouvelles substances et on est désarmé. On n'a pas encore trouvé de méthode efficace contre la dépendance à la cocaïne. Et puis on a tous les jours de nouvelles drogues qui apparaissent sur le marché. Donc, on est loin d'être au bout de l'aventure, mais on a appris une chose, et ça vous l'avez dit, ça n'est qu'en mettant ensemble à une même table tous les intervenants, que ce soit la police, la justice, les travailleurs sociaux, la médecine, les milieux de la prévention, les éducateurs, etc., qu'on arrive à trouver des solutions. Jean-Bernard Depen, vous êtes favorable à la dépénalisation? C'est aussi, voilà, c'est quand même aussi le cœur pour vous du problème, ouais. Évidemment. La réponse est toute faite, mais elle est simple. On voit aucun avantage potentiel du point de vue médical à la répression et à la pénalisation. Et évidemment, ça fait peur parce que quand on dit ça, on dit ok, alors tout le monde va consommer. Mais ce que nous on constate, c'est que les personnes qui vont très loin dans les consommations ont des facteurs de risque qu'on peut identifier précocement, qu'on peut prévenir, et donc on peut penser que, parce que c'est pas une réalité encore, mais on peut penser qu'un monde qui libérerait en fait, disons, l'usage des drogues poserait beaucoup moins de problèmes de santé publique autour de ces questions-là. J'imagine que c'est difficile à croire encore, peut-être pour beaucoup, mais comme médecin, comme soignant au front de ces situations-là, j'en suis convaincu. Je parlais tout simplement à ce stade de la dépénalisation de la consommation, la question de savoir comment réguler ensuite ou réglementer le marché pour essayer de l'arracher à des organisations criminelles ou à la clandestinité, enfin d'essayer de réduire au maximum le marché noir et de le faire passer le maximum de choses dans un marché réglé par des mains responsables. Ça, c'est encore plus difficile et c'est encore un peu plus la musique d'avenir. Mais il n'y a pas de raison de punir quelqu'un qui ingère quelque chose, même si c'est dangereux. Enfin, je ne vais pas commencer à crier « liberté, liberté » et appeler les sonneurs de cloche à l'appui de ma thèse. Mais j'entends pourquoi est-ce que l'État a décidé qu'il était criminel ou un délit en tout cas, par exemple, de fumer du cannabis. La médecine préventive va dire que c'est pas très bien de fumer, mais à part ça, pourquoi est-ce qu'on s'en mêle, si vous voulez? Et je pense aussi que ce que Pierre et André ont thématisé, c'est pas seulement la drogue, c'est qu'est-ce qu'un enfant fait qui doit vivre avec un parent. Elle connaît, mais qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle peut trouver du soutien? Et je pense ce qui est vraiment ce que Pierre a fait, c'est ce qui est merveilleux. Le stress de cacher tout le temps à l'extérieur la famille parfaite et tout ça, et quand on avait des réunions avec des enfants, quand on regardait le film, après très souvent on a remarqué ça.
que c'était, et c'est l'alcool, c'est tout ça, et encourager ces enfants. Tu dois chercher de l'aide, tu dois parler à quelqu'un. Qu'est-ce que je fais si ma meilleure amie ou mon meilleur ami, je remarque qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à la maison? Est-ce que c'est un secret que je dois garder parce que c'est mon meilleur ami, ou est-ce que je dois parler à quelqu'un et dire je sais qu'il y a un problème? Je pense, parce que le film traite beaucoup ces problématiques aussi. Tout à fait, oui, le film est dédié à ces enfants oubliés. Évidemment, ces enfants oubliés, c'est les enfants du Platschpitz, c'est les amis de Michel de cette époque-là, mais c'est évidemment tous les enfants qui encore aujourd'hui vivent avec des parents qui souffrent de dépendance, que ce soit à la drogue ou à l'alcool ou aux médicaments, qui est un problème encore très actuel. Et si Michel était là, elle nous rappellerait qu'aujourd'hui, on compte à plus de 400 000 enfants en Suisse qui vivraient avec des parents qui souffrent de problèmes de dépendance. D'où ce film qui est finalement à hauteur d'enfant. Je pense que c'est ce qui vous a intéressé. C'est vraiment quand même, on parle beaucoup de ce qui est autour, mais c'est quand même Mia qui est au centre. C'est un film à hauteur d'enfant. On est dans son univers, dans son monde, avec son ami imaginaire. C'était ça qui vous a vraiment porté, d'avoir ce regard-là. Mon objectif, c'est pas de faire un film à thèse. Évidemment, ça parle de toxicomanie, de dépendance, mais avant tout, ça parle de la manière la plus sincère possible d'une petite fille qui est prête à se battre pour obtenir l'amour de sa mère. Cet amour qui lui est refusé. Parce que voilà, sa mère est toxicomane. Souvent on a souvent parlé, moi quand je parlais avec Luna Mwazi qui joue le rôle de Mia dans le film, je lui disais, écoute, tu es en fait comme ta mère, tu es accro, toi tu es accro à l'amour de ta mère et tu es comme elle, prête à tout pour l'obtenir. Voilà, donc c'est vrai que de mon point de vue, le film parle plutôt de ça, mais évidemment il parle de plein d'autres choses aussi, et enfin Madame Dreyfus en parle magnifiquement bien. Oui, on a discuté beaucoup, Pierre, André et moi, sur ce thème. Comment on traite la mère? Parce qu'on veut pas, c'est pas une femme méchante. Elle veut être une bonne mère, mais elle a pas, elle peut pas, elle a pas la force, elle a pas. Et c'est ça, ce qui était vraiment, on a beaucoup travaillé sur cet aspect, la relation, la mère, parce que c'est très facile de dire, ouais, bon, c'est une mère atroce. Non, elle est désespérée. Je pense que ça, c'est très important. Absolument. Je propose peut-être qu'on ouvre les questions dans la salle. J'imagine qu'il doit y en avoir. C'est toujours la première main qui met du temps à se lever. Après, c'est bon, bah voilà. Monsieur, parfait, il y a un micro dans la salle qui va vous arriver. Merci beaucoup, et puis surtout merci pour le film, franchement très émouvant et qui va nous laisser, je pense, marquer pour un bon moment. Moi, je constate dans ce film la très grande solitude, la très grande détresse, ce mur qui se construit petit à petit autour de ce couple mère-enfant à cause de l'addiction. Et ce qui m'a choqué dans votre film, monsieur Bonnard, c'est de voir comme vous critiquez en fait l'assistante sociale et l'incompétence de cette personne qui laisse ce couple se démerder, pour parler français. Est-ce que dans la vraie vie c'est comme ça que ça se passe, ou est-ce que c'est vraiment comme ça dans le roman, mais dans la vraie vie c'est différent? Parce que ça, c'est un aspect du film qui, moi, m'a vraiment beaucoup choqué. C'est de voir qu'on laisse ces deux se débrouiller. Merci pour votre question. C'est une des raisons qui a poussé Michel à écrire son livre. C'était justement cette injustice qu'elle n'arrive toujours pas à digérer, et surtout l'incrédulité auquel elle est confrontée chaque fois qu'elle raconte sa jeunesse à des interlocuteurs qui lui disent « Mais attends, c'est pas possible, ce qui s'est passé là, ce que tu nous racontes, c'est pas vrai. » Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une autre époque. À l'époque, dans les années 90, dans le canton de Zurich, la KEPS, qui est aujourd'hui le système social du canton de Zurich, n'existait pas, et que les professionnels du social n'étaient pas encore, voilà, c'était pas encore des professions qui existaient. Donc, à cette époque-là, dans un village comme celui où Michel a grandi, la personne
personne qui s'occupait des problèmes sociaux était une simple employée ou un simple employé de commune, qui s'occupait de la voirie le matin, qui s'occupait un peu des impôts l'après-midi et qui, de temps en temps, passait quelques heures à gérer des problèmes sociaux, mais ces gens n'étaient absolument pas formés pour gérer ce genre de problématiques. Et c'est à cause des tragédies qui se sont passées, surtout après la fermeture de ces scènes ouvertes, qu'il y a eu tout à coup une réforme et un changement, et qu'ils ont mis en place un vrai système pour venir en aide à ces gens et pour venir en aide à d'autres problématiques. Et c'est vrai que c'est un peu voilà, ce que dénonce aussi Michel dans son livre, c'est cet abandon des politiques à cette époque-là par rapport à ces problèmes. D'autres questions? La deuxième partie de la question, comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux, fort heureusement. J'imagine qu'il y a encore des problèmes, et évidemment, c'est des situations très complexes, surtout que chaque situation est unique, et chaque situation demande une sorte de solution sur mesure. Et ça, je pense que c'est très difficile. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de travailleurs sociaux grâce à ce film, et c'est vrai que ces gens font un travail extraordinaire au quotidien, et c'est des gens qui sont vraiment passionnés et qui sont là pour venir en aide aux gens, mais c'est vrai que ces problématiques sont extrêmement complexes. Donc aujourd'hui, fort heureusement, ces gens, s'ils doivent être aidés, ont la possibilité de l'être, et ils reçoivent un vrai soutien des travailleurs sociaux. Mais évidemment, quand on parle avec ces travailleurs sociaux, ils sont toujours un peu en déficit de personnel, et ils ont besoin encore qu'on les aide un peu plus. Mais disons, il y a un vrai effort, il y a eu un énorme progrès qui a été fait, en tout cas à ce niveau-là, depuis les années 90. Question? Monsieur, ici. Merci. Bonjour. Du coup, j'ai entendu les débats avant, et je me demandais si vous pourriez, en tant que réalisateur, faire un exercice original. Si imaginez que la drogue, donc en l'occurrence l'héroïne, n'est plus pénalisée, si en l'occurrence ils ont accès à des salles de shoot, c'est comme ça qu'on les appelle, s'ils ont accès à des traitements pour les aider à pouvoir surmonter leur addiction, est-ce que vous pourriez imaginer le film tel qu'il aurait été dans cette optique-là? Je pense que le film serait finalement assez similaire à ce qu'il est aujourd'hui, parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, mon but, c'est pas de faire un film à thèse, c'est vraiment raconter l'histoire d'une petite fille qui a un besoin fondamental d'amour maternel, comme nous tous. C'est quelque chose de très universel, c'est quelque chose qu'on comprend. Et c'est vrai qu'elle se trouve dans une situation où cet amour lui est refusé. En l'occurrence, il s'agit d'un problème d'addiction. Donc, que ce problème d'addiction soit traité comme c'est le cas aujourd'hui, par des salles de shoot, je pense que l'addiction en elle-même est une maladie, c'est une condition qui fait que peut-être c'est plus difficile d'être une mère et de pouvoir répondre aux besoins d'un enfant quand on souffre d'une addiction, quelle qu'elle soit par ailleurs. Même si on se fait soutenir, on se fait aider, on est quand même quelqu'un qui souffre d'une maladie et qui est en état de souffrance et qui n'est peut-être pas complètement disponible pour aimer, tout simplement. Oui, il faut faire un peu attention là, parce qu'on a un passé lourd derrière nous qui consistait souvent à enlever des enfants à leurs parents parce qu'ils étaient consommateurs de drogue, sans avoir, disons, des raisons particulières de penser qu'ils négligeaient leurs enfants. J'entends, il faut vraiment veiller, j'entends, comme vous l'avez dit d'ailleurs, à examiner chaque cas en particulier et à ne pas abandonner des gens dans des situations qu'ils ne maîtrisent absolument plus et pour lesquelles ils ne reçoivent aucune aide. Ce qui est bouleversant, moi je trouve, dans le film, c'est peut-être pas ce que vous avez dit, l'addiction à l'amour de la mère. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est la maturation de cette fille qui finalement entre dans une relation inversée avec sa mère. C'est elle qui s'occupe de tout.
c'est elle qui assume la situation alors que sa mère retombe régulièrement dans des comportements extrêmement dangereux pour elle-même. J'entends prostitution, aller dans des lieux violents. Elle s'est fait casser la gueule d'ailleurs encore après, bien après le film, parce qu'elle avait un dealer de cocaïne et qu'il y a eu un problème de ce genre. J'entends comme il peut y en avoir entre un dealer et un client ou une cliente. Donc il faut vraiment faire attention. Les personnes vraiment dépendantes à une substance, légale ou illégale, sont une minorité. Je crois qu'on peut le dire. J'en référerai tout à l'heure aux médecins, avec des taux différents selon la substance, bien sûr, et la situation particulière. Et puis les personnes qui sont dépendantes et qui ont un comportement problématique, enfin qui ont un comportement qui perturbe totalement leur vie, ce qui est le cas de la maman de Mia, c'est encore une minorité, dans la minorité, ou enfin peut-être pas, en tout cas une partie de la minorité. Donc il ne faut surtout pas imaginer que la consommation de drogue, c'est la situation de la maman de Mia. Comme il ne faut surtout pas considérer qu'il suffit d'essayer une fois et puis on est perdu, ou bien qu'avec avec le cannabis, on arrive automatiquement à un cocktail nettement plus explosif. Je veux dire, c'est des situations, des évolutions personnelles dont certaines gardent le contrôle et d'autres peuvent perdre le contrôle, et c'est là qu'il faut intervenir. Ce qui était très intéressant quand on a tourné la scène sur le Platzspitz, la première scène, quand les gens ont entendu qu'il y a ce film, qu'on a tourné, on recevait plein des téléphones des gens qui nous ont dit « Écoute, j'étais sur le Platzspitz, moi j'ai le problème de drogue, vous devez raconter la vérité, tout ça. » Et la majorité des figurants que vous voyez sont des anciens habitants de Platzspitz ou des gens qui ont encore d'expérience de drogue. Ils voulaient qu'on raconte la vérité. Et ils avaient peur qu'on fait sorte un romantisme, comment on dit romain ? Romantiser le Platzspitz, ils ne voulaient pas du tout ça. Ils voulaient vraiment, parce qu'ils savaient que c'était horrible. Je crois qu'il y a le micro par là, c'est juste. Non, mais j'avais envie de faire une réaction par rapport à la situation de Mia et de la maman, pour aller un peu dans le sens de ce que disait Madame Dreyfus. Dans le fond, cette mère, si elle n'a pas pu non plus assumer son rôle de mère, c'est qu'elle n'a jamais reçu à ce moment-là des traitements adéquats. Donc elle n'avait pas de traitement pour sa problématique addictive. Elle recevait vaguement, je pense, des médicaments et puis mal suivis dans un contexte pas organisé. Du coup, elle vivait de rechute en rechute et de consommation en reconsommation. Parce que quand une mère, et moi, on en a connu et on en a traité, peuvent entrer dans un contexte de soins, elles ont des préoccupations de mère bien plus aiguës que certaines mères non consommatrices, et elles ont vraiment un sens et une préoccupation du bien-être de leur enfant qui est important. Mais il est clair qu'elles ont des vies qui oscillent avec des hauts et des bas, et si elles ne peuvent pas être soutenues dans les moments de bas et qu'on ne peut pas aussi leur donner un peu de confiance et qu'on les police et qu'on les contrôle et qu'on les juge constamment, elles ne peuvent pas se développer. Mais moi, j'ai plein de récits de mères qui ont développé des liens d'une force et qui avaient le souci de leur enfant, qui m'ont complètement fascinée sur des préoccupations. Moi, j'ai aussi été mère, j'ai jamais eu autant de préoccupations qu'elles sur le bien-être de leur enfant. Donc il faut, dans le contexte de cette histoire, ce qui a manqué à ces personnes-là, c'était une organisation des soins cohérente et une offre de soins cohérente qu'a développée effectivement Madame Dreyfus et toute la politique des 4 piliers. Mais une mère, on peut tout à fait consommer des substances et être une bonne mère, mais il y a un contexte, il y a des aides à donner, il y a plein de choses à faire, mais la pire des choses, c'est de partir de, comme vous le disiez, il y a de la conso, craque, on retire l'enfant. Ça, c'est des catastrophes phénoménales pour la mère, pour l'enfant, pour toute la famille et pour le père, par ailleurs, qui est aussi toujours quelque part.
Merci pour ce témoignage. Je crois que vous aviez une question. Non. Main. Ici. Bonsoir, merci pour ce film et pour l'organisation de ce débat. Je suis ici, désolé. Voilà. J'ai une question pour un peu tous les champs d'application, c'est-à-dire la communication par le biais de la culture, des films, l'aspect politique ainsi que l'aspect traitement. Il y a un élément qui m'a vraiment frappé dans votre film, c'est la morale. Ce que vous véhiculez comme morale, où la mère utilise son enfant carrément pour aller chercher sa drogue, la fille qui n'hésite pas à mentir à son père qui veut du bien. Comment actuellement on a pu apporter une vision, une morale d'un aspect politique des consommateurs de drogue comme on va dire, des gens mal vus, comment on peut maintenant les faire évoluer à ce niveau-là, tant par la médecine que par la culture, par la sensibilisation. Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce que vous avez déjà des souhaits, vous, à apporter ou des combats à mener? Désolé de cette question très vaste et ouverte, mais c'était quelque chose qui m'avait vraiment impacté au niveau de la morale que vous véhiculez dans ce film et de ce que les personnes voient au travers des addictions. Voilà, merci. Qui veut se lancer? Voilà. Si vous permettez, je crois, pour prendre votre défense, je ne crois pas qu'il y ait une attitude morale dans le film. Tout simplement, il montre une réalité d'une situation d'un couple, mère-fille, et d'une société désarmée face et abandonnant en fait et la mère et la fille à une situation qu'elles n'arrivent pas à gérer, ni l'une ni l'autre. Il n'y a pas de morale là-dedans. Mais là où vous avez raison, c'est un film que je trouve très, très réaliste. Hein. Quand on a visité les scènes ouvertes, on se rend compte que c'est vraiment très réaliste. Mais bien sûr, ça véhicule dans une situation très particulière et non pas générale, la situation d'une femme extrêmement dépendante. Donc, quand vous parlez de morale, c'est comme si vous reprochiez au cinéaste de vouloir généraliser par là l'image de la dépendance. Ça n'est pas le cas. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes sortes de situations de vivre la dépendance et de vivre la consommation sans dépendance des produits. Et il n'y a pas, dans ce sens-là, le problème que vous soulevez est très juste, même si je me suis permis de corriger le mot moral, c'est comment changer l'image, comment changer la perception de la réalité. Alors, cyniquement, on dirait malheureusement les bonnes histoires font des mauvais films et des mauvais romans. Donc là où ça marche bien, on n'en parle pas tellement. Mais ce qui est très très important, c'est justement montrer toujours ces distinctions. D'un côté, il y a des gens malades. L'OMS dit très clairement la dépendance est une maladie chronique. De ce fait, on peut à tout moment rechuter. Donc je crois que c'est vraiment très important de le savoir et de rendre hommage à ceux qui arrivent à tenir le coup malgré le fait qu'ils portent cette maladie chronique en eux. Et puis, il y a tous les autres. Il y a tous les autres qui sont, encore une fois, la majorité. Et même dans les personnes dépendantes, encore une fois, toutes ne sont pas dans une situation de désorganisation qui les empêche, en fait, justement, de préférer la fille à la drogue dans certains moments de besoins particuliers. Tout à fait. Ce qui est très spécifique à ce film, évidemment, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'en faisant ce film, Michel Albert nous a fait un cadeau. Elle nous a permis de raconter son histoire, qu'on a d'abord adaptée sous la forme d'un scénario, et ensuite on a travaillé avec des comédiens qui se sont appropriés l'histoire, ces personnages, et on en a fait un film. Donc moi aussi, j'ai un contrat moral, si on veut parler de morale, avec Michel, pour que lorsque je lui présente le film, après quelques mois de montage,
elle s'y retrouve et qu'elle a l'impression qu'on ne l'ait pas trahi et qu'on est resté fidèle à ce qu'elle souhaitait exprimer dans son livre et à l'histoire qu'elle véhicule aussi par ses associations et par tout son travail qu'elle fait pour venir en aide aux enfants de parents qui souffrent d'addiction. Et en même temps, on sent toujours, quand elle vole des choses, elle se sent mauvais, mais elle est désespérée, elle veut gagner l'amour de sa mère, elle sait que je dois protéger, je ne peux pas laisser entrer quelqu'un dans l'appartement, qu'est-ce que je fais? Elle ne fait pas pour gagner de l'argent, elle ne vend pas les drogues à des copains et tout ça, c'est vraiment pour essayer d'être une famille, c'est terrible. Moi, je trouve, moi, ça me... Quand j'ai vu la première fois, c'est vraiment, j'ai compris qu'est-ce que c'est. Ça doit être terrible pour un enfant qui, tout ce qu'elle souhaite, d'avoir une famille comme les autres. Et elle a l'impression, je suis la seule qui a le problème, jusqu'elle retrouve là, ses copains, elle se rend compte, il y a des autres qui ont aussi le problème. Mais c'est très souvent, on connaît ça tous, nous, on a l'impression, je suis la seule personne qui est malheureuse. Tout le monde autour de moi est heureux et tout ça. Et non, c'est pas comme ça. Et c'est ça. Et je suis très heureux parce qu'on a discuté ça aussi. On ne voulait pas expliquer pourquoi la mère est devenue malade. On a dit, elle est malade. Et on n'essaye pas d'expliquer, elle est abusée ou ça arrivait ça et ça. Elle est malade. C'est tout ce qu'on voulait dire. Parce que là, on essaie toujours d'expliquer, oui, elle est... Et ça, je trouve... ça, j'étais très content que Pierre et André ont pris cette décision. Donc, il y a une question ici et après, devant. Bonjour. Dans ce sens, ne pas vouloir faire la morale ou mettre une mauvaise image de la personne consommatrice, pour aller dans le sens de ce qu'on a entendu avant, à l'époque, il n'y avait pas de soins adaptés pour la consommation d'héroïne. Donc en fait, moi, c'est une petite chose qui m'a touché à la fin, peut-être qui peut ramener à ce regard qu'on a sur les personnes, c'est pour les enfants oubliés, mais on ne dit pas aussi pour les oubliés de la dépendance à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, Madame Dreyfus l'a dit, il n'y a pas de méthode pour la dépendance à la cocaïne. Il y a exactement les mêmes situations aujourd'hui. D'ailleurs, Lausanne est une ville où il y a encore une petite scène qui est en lien avec cette cocaïne, avec des doses qu'on trouve aujourd'hui pour 15 francs. Et donc, ça, comme disait l'autre personne, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui avec c'est de beaucoup moins pénal avec les espaces de consommation? En fait, ça existe encore. Puis c'est vrai qu'à la fin, de lire pour les oubliés de la dépendance et les enfants, ça marquerait peut-être pas comme si on a abandonné ces pauvres enfants, d'englober aussi ces personnes qui étaient, d'ailleurs, on l'a entendu, qui n'étaient pas traitées à l'époque, il n'y avait pas de soins adaptés. Voilà, c'est ça. Mais pour en revenir peut-être à votre remarque tout à l'heure, je crois que vraiment notre tâche à tous, et c'est pas forcément ce que le film peut offrir, ce film-là peut offrir, mais il faut déconstruire l'image de la personne dépendante. Il faut déconstruire tous les tabous, tous les préjugés qu'on a construits. J'entends, quand je pense, comme je continue à être active et que je lis beaucoup sur ce sujet, ce qu'on a raconté sur les bébés du crack qui deviennent tous des criminels parce que leurs parents ont consommé du crack, ce qu'on a raconté sur la cocaïne, forcément à la source de violences extrêmes, de gens qui perdent totalement le contrôle et qui tuent autour d'eux. J'entends, il y a 60 ans ou 100 ans d'images de la drogue en général et des consommateurs de drogue qu'il nous faut absolument déconstruire pour pouvoir ensuite reconstruire une démarche médicale, de prévention,
d'aide à ces personnes. Et sur ce plan-là, vous avez tout à fait raison. Et le film, parce qu'il a une histoire particulière, ne peut pas vraiment contribuer à cela. Sinon de montrer que cette femme, elle a envie d'aimer sa fille. Elle l'aime. Mais tout simplement, il y a des moments où le besoin qu'elle a de drogue la conduit à un comportement tellement destructeur pour elle-même et pour sa fille que finalement, Mina doit fuir et se réfugier auprès de son père. Cette mère est déchirée. Il y a une question complexe derrière la question morale. Hein. C'est de savoir si, dans le fond, quelqu'un qui utilise une drogue, est-ce qu'il est responsable de son utilisation ? Probablement. Quelqu'un qui devient dépendant d'une drogue, est-ce qu'il en est responsable ? C'est beaucoup moins évident. Et puis je pense que quand on est confronté, il y a 20 ou 30 ans, à des personnes qui sont dépendantes comme l'assistance sociale, c'est vécu probablement, ça peut être vécu comme une espèce de volonté d'excès de plaisir. Et donc comme une maladie pas tout à fait comme les autres. Aujourd'hui, on sait, les neurosciences, les addictions, c'est une pathologie du désir, pas du plaisir. C'est un dérèglement du système du désir qui est induit notamment génétiquement. C'est pas de bol, en fait, d'avoir une addiction grave, parce que, voilà, mais ça se passe plutôt au niveau du désir que quelque chose qui serait une espèce de perversion autour du plaisir. Et j'ai l'impression que si on pose la question, quelle est la part de responsabilité d'une personne qui développe une dépendance ? C'est très difficile de répondre à cette question parce que je pense que la part est probablement faible, elle est extrêmement variable parce que les facteurs de risque varient beaucoup d'une personne à l'autre. Et puis peut-être qu'il reste quand même une part de responsabilité. Mais je pense que pour le grand public, c'est très difficile de se positionner par rapport à ça. Mais on peut faire des tas de parallèles en médecine. Si j'ai un diabète, quelle est ma part de responsabilité ? Comment est-ce qu'on fait ça ? Etc. Donc, pour rester dans votre question, et cette question, la question morale, je pense, reste complexe, difficile à traiter. Les professionnels doivent essayer de déconstruire, comme vous le dites, pour comprendre différemment, avec une vision scientifique, neuroscientifique, qui fait la part des choses, qui pondère bien les facteurs de risque auxquels certains individus sont beaucoup plus confrontés que d'autres. Mais est-ce que c'est pas le plus important? Pour moi, je trouve une des choses les plus importantes aussi à des jeunes de dire, peut-être tu commences, à un moment que tu réalises, il y a quelque chose qu'ils ont le courage d'aller parler à quelqu'un et de ne pas cacher. Le pire, c'est essayer, je ne peux pas parler, je dois cacher, et là on ne sort jamais. Ça veut dire de leur montrer, il y a des gens à qui tu peux parler, c'est pas une honte, c'est ça. Si j'ai honte de dire j'ai un problème, il faut les encourager de dire oui, il y a des drogues, tu peux peut-être prendre des drogues et tu peux tomber dans un problème. Et si tu réalisais, et la mère, elle sait exactement, mais comme vous avez dit, à cette époque-là, elle n'avait pas de soutien. Elle n'avait pas le soutien qu'elle avait besoin pour être aussi une mère. Et ça, on a remarqué dans les discussions, ça, justement, il faut parler. Et si c'est un crime, on le cache, c'est clair. Je ne veux pas être criminel. On va prendre peut-être la dernière question devant, monsieur. Encore 2 questions, et je pense qu'on s'arrêtera. Sorry, pardon my French, but I will speak in English. First of all, congratulations for this movie. It was just amazing, deep, real, and touching so important things that the addiction is, how is the family disease, and it really showed the beautiful way that how the codependency working in the family, that the child would like to save her mother's life, being as a parent of her, and try everything, and going to be friend
with same people from dysfunctional families, actually, and really, it's my question is after this, is that what is the step? What is the action to save this child's life? You know, which are from these dysfunctional situations, and maybe not that much extremely that in this movie, maybe it's hidden in the family that with the alcohol or pills or game addiction. What is the real prevention in this system, what we have to save these children's life? How we can educate them to find themselves in this situation? So this is my question after this movie. Sorry, my friend. Thank you. It's a difficult question. Yes. It's very difficult. I think a movie cannot give the answer, but we can raise that question, and we can, that people start to talk about this problem. I think that's what this movie helped to do. We realized when we had I don't know how many, over 50 times we met with young people, we watched the movie, and the first time they started to talk about it, I think that's already a first good step. And then you have to see every time, as you mentioned before, there is not one system. Every case is singular, and you have to look very carefully. And of course, every child wants to be with her mother. And she says it once, it's my only mother, it's my mother. And it's a problem, but you can only start to solve something if you start to talk about it. Et c'est vrai que si Michel était là ce soir avec nous, elle nous dirait qu'elle n'est pas vraiment guérie, enfin qu'elle souffre encore aujourd'hui de cette enfance qu'elle a eue et que c'est quelque chose voilà, sur lequel elle va devoir travailler toute sa vie. Et évidemment, le fait d'avoir écrit un livre, évidemment, le fait d'avoir fait une association, le fait d'avoir participé à ce film, voilà, c'est des formes de thérapie pour elle, pour essayer de se sauver elle-même. Mais c'est très difficile. On peut peut-être dire aussi que son enfance aujourd'hui n'aurait pas été idéale, mais elle aurait été différente, dans le sens où, ça a été dit un peu par Martine Mona, mais il y a des équipes spécialisées dans les maternités qui repèrent les situations, et puis des enfants qui sont accompagnés à tout le stade de leur développement quand ils sont dans des situations sociales difficiles avec une maman malade, comme c'est le cas. Et voilà, enfin, il ne faut pas être non plus idéalisé complètement, mais je pense que son enfance aurait été différente, très différente. Elle ne se serait pas retrouvée Platch Pit, peut-être. Oui, et au moins, la scène, ça a été dit, elle existe toujours, elle est plus petite. Et puis, il y aurait eu quand même beaucoup plus de relais de prévention, de dépistage, d'accompagnement pour l'enfant qu'elle l'était. Et aussi la situation du père à cette époque-là, c'était très très difficile pour un père comme ça. Aujourd'hui, je pense, le père, il pouvait beaucoup, il aurait plus de pouvoir qu'il avait à cette époque-là. Mais je crois que ça montre très clairement que seule une approche multiple par une équipe, et une équipe où l'information circule et qui peut être coordonnée, peut répondre à une situation aussi dramatique. Je veux dire, il faut soutenir la Mia, il faut soutenir la mère sur le plan certainement médical, psychologique, enfin, il y a des possibilités d'intervention. Si elle avait reçu déjà peut-être son héroïne sur prescription, ça aurait pu la stabiliser. Donc j'entends, il y a vraiment... Essayez d'imaginer justement une assistante sociale dans une petite ville de la campagne zurichoise, confrontée seule quasiment à ce problème, avec une enfant qui ment,
parce qu'elle ne veut pas que l'on sache quels sont les problèmes de sa mère, et une mère qui ment parce qu'on sait que c'est souvent le cas, je veux dire, de cacher à ce moment-là le problème de la dépendance. Je veux dire, c'est impossible, ça ne peut pas être sur les épaules d'une personne. Alors, là où j'ai des doutes, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, trop peu de travailleurs sociaux par personne dont elle devrait s'occuper, trop de bureaucratie sans doute aussi, mais il faut aussi des contrôles. On sait que certains cas justement du KESP, comment ça s'appelle, le truc des enfants en Suisse allemande, a eu quelques décisions très, très difficiles à accepter. Mais il faut et puis cette multidisciplinarité, elle n'est pas innée, elle n'est pas dans l'ADN des différents professionnels. Il faut vraiment travailler pour créer cette compréhension entre les différents représentants des différentes disciplines et leur apprendre à collaborer. Encore une fois, ça a été la grande leçon des années 90. On ne fait rien si les différents intervenants se tirent dans les jambes. Et en général, effectivement, ils se tiraient dans les jambes. La police ne comprenait pas les travailleurs sociaux ne comprenaient pas les médecins, etc. Et il a fallu mettre tous ces gens à une table. Mais c'est aussi vrai pour chaque cas individuel. Et là, je suis peut-être moins optimiste. Je crois que ce n'est pas encore ce dont on aurait besoin. Si on travaille dans le cinéma, il faut être optimiste. Donc la dernière question devant, puis après on va s'arrêter là parce que le temps passe très vite. Merci. Moi j'avais juste encore une question au docteur Depen. Je pense que c'est le mieux placé pour répondre. On nous demande de voter justement sur la libéralisation du cannabis, au même titre qu'on nous demande de voter pour le choix des avions de combat. Donc même si on a tous acheté un billet d'avion, si vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas forcément très compétent. Alors je crois que le message, c'était surtout cette rivalité qu'il y a entre la loi qui réprime et puis les services de soins qui doivent communiquer et s'entendre. Mais moi j'avais l'impression quand même qu'en libéralisant, on met un peu le pied à l'étrier par rapport aux drogues. C'est peut-être une idée fausse. Est-ce que vous pouvez juste développer ça encore pour nous donner un conseil aviser pour les prochaines votations qu'on nous proposera? Il y a des gens qui connaissent bien cette question dans la salle. La réponse, c'est que la réponse simple, c'est de dire, par exemple, en Hollande, la dépénalisation d'usage du cannabis n'a pas augmenté la consommation. Les réponses qu'on a aujourd'hui, elles sont plus nuancées que cela. Franck Zobel, qui est dans la salle, pourrait répondre, c'est qu'il y a toute une série de modèles de dépénalisation de l'usage, notamment du cannabis, et qui ont des impacts différents. Par exemple, plusieurs États des États-Unis qui dépénalisent l'usage de manière différente. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il faut dépénaliser l'usage, et la manière de le faire est très importante. Elle aura beaucoup d'impact sur, si vous voulez, sur la qualité, sur le fait de ne pas être un incitatif, de ne pas augmenter les consommations, et puis plutôt d'être dans des mesures de prévention secondaire pour améliorer la qualité des produits, pour faire du dépistage précoce des gens qui vont développer des troubles associés. Je m'excuse, je m'attache toujours un peu aux mots. C'est un côté un peu maîtresse d'école que je n'aime pas en moi, mais trop vieille pour changer. Personne ne songe en Suisse à libéraliser le marché du cannabis. Le mot libéraliser n'est pas à sa place. Ce qu'on cherche, c'est à trouver des modèles de régulation du marché du cannabis qui tiennent compte du fait que c'est une consommation très répandue, relativement inoffensive pour beaucoup de gens qui le font de façon périodique et non régulière, sporadique, je voulais dire plutôt. Et puis, dans quelques conséquences, en particulier chez les jeunes, les adolescents, etc., peuvent être assez lourdes et doivent être prévenues par tous les moyens. Et on cherche des modèles de régulation qui permettent à la fois d'avoir un accès de produits de qualité contrôlés qui ne contiennent pas des saloperies, comme c'est le cas sur le marché noir,
et en même temps qui n'incite pas davantage à la consommation. Donc on retombe dans les mêmes problèmes, si vous voulez, que cigarettes, tabac, c'est-à-dire on a des modèles de régulation plus ou moins bons. Je pense qu'on devra faire mieux avec le cannabis que pour le tabac et pour la nicotine, mais on a des chances de le faire mieux si on arrive à éviter que ce soit le big business qui prenne le marché du cannabis. Et ça, je peux vous assurer qu'en Suisse, tous ceux qui actuellement sont associés à la recherche de ces modèles de régulation, ils ont une chose, je crois, en commun, c'est de dire on ne veut pas retomber sous l'influence de lobbies puissants, comme il y a des lobbies puissants pour l'alcool et pour le tabac. Et on récuse certainement en Suisse un certain nombre de modèles qui conduisent au contraire justement à une régulation, pas une libéralisation, à une régulation qui serait trop laxiste. Donc ne craignez pas qu'en Suisse, les projets pilotes servent à cela, on lâche tout simplement la bombe en disant voilà, joyeux, amusez-vous et consommez tout ce que vous voulez et quand vous voulez. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci aux 4 intervenants, merci d'être restés, ça fait 3 heures de temps que vous êtes dans la salle, merci beaucoup pour votre présence et merci encore au CHUV, à Filmfest, à la Cinémathèque pour l'organisation de la soirée. Bonne fin de soirée, merci. Merci beaucoup. Merci à tous.